Elle sourit. C'est la première chose que les policiers remarquent. Pas des larmes, pas un regard perdu dans le vide, pas une main qui tremble. Un sourire. Pendant que derrière elle, à quelques mètres à peine, deux agents se penchent sur un corps allongé dans la poussière du désert du Nouveau-Mexique. Ce sourire, c'est celui de Mariana Gomez, 18 ans. Et ce corps dans le sable, c'est celui de Jesus Cota, 16 ans. Un garçon qui croyait partir en rendez-vous galant avec une fille qu'il aimait bien. Il n'est jamais rentré chez lui. Voilà ce que vous allez voir dans cette vidéo. Pas un accident, pas une dispute qui a mal tourné. Un plan, élaboré froidement, exécuté méthodiquement, par des gamins qui n'avaient même pas la majorité pour certains d'entre eux. Et au centre de tout ça, une jeune femme qui a pensé, sincèrement, qu'elle s'en sortirait, que personne ne pourrait rien lui reprocher, qu'elle avait été assez maligne pour rester dans l'ombre. Elle avait tort. Albuquerque, Nouveau-Mexique. Une ville que les Américains connaissent pour ses étés écrasants, ses paysages arides et une criminalité chronique qui la place régulièrement en tête des classements les plus sombres du pays. Un coin du monde où la chaleur colle à la peau dès le matin, où le soleil tape sur le bitume jusqu'à ce que l'asphalte se fissure, et où certains quartiers ont appris depuis longtemps à vivre avec la violence comme toile de fond. C'est dans ce contexte que tout commence. Pas un soir de fête, pas une erreur de jeunesse qui dérape, quelque chose de bien plus calculé. Jesus Cota avait 16 ans, un adolescent ordinaire, scolarisé, vivant dans ce quartier du sud de la ville où tout le monde finit par se connaître, où les cercles sociaux se croisent et s'entremêlent, parfois jusqu'à devenir toxiques. Jesus n'était pas un enfant modèle au sens idéalisé du terme, mais il n'était pas non plus quelqu'un que l'on désigne naturellement comme cible. Sauf que dans certains milieux, il suffit d'être au mauvais endroit ou d'avoir froissé la mauvaise personne pour que tout bascule. Et lui avait froissé quelqu'un. Pas intentionnellement peut-être même par accident. Mais dans la logique de ce microcosme adolescent gangréné par les codes de la rue, ça ne changeait rien. La rancœur existait. Et quelqu'un avait décidé de ne pas la laisser passer. Ce quelqu'un, c'était Dominique Marquez. Un garçon de 17 ans, le même âge que Jesus ou presque, avec déjà une façon de voir le monde qui donnait froid dans le dos. Dominique avait dans la tête une idée fixe, venger quelque chose. Un coup de feu que Jesus lui aurait tiré dessus quelques semaines plus tôt, d'après ce qui circulait dans le quartier. Vrai ou faux, peu importe. Dans sa tête, c'était une dette. Et les dettes, dans ce milieu-là, ça se rembourse d'une seule façon. Il s'est tourné vers son ami Daniel Garcia, 18 ans, plus vieux, donc censément plus mature, mais en réalité tout aussi prêt à suivre la spirale. Et ensemble, ils ont réalisé qu'ils avaient un problème logistique. Comment faire venir Jesus dans un endroit isolé, sans qu'il se méfie, sans qu'il prenne ses jambes à son cou dès qu'il les voit arriver? La réponse, c'est là qu'elle est effroyable. Ils n'ont pas cherché longtemps. Ils avaient une solution à portée de main. Mariana Gomez. Mariana avait 18 ans à l'époque des faits. Grande, brune, avec un visage que le monde qualifierait de sympathique, d'avenant. Elle connaissait Dominique, elle gravitait dans le même cercle social, et selon ce qui émergera plus tard dans les interrogatoires, elle avait une chose que les deux garçons voulaient utiliser, l'attention de Jesus. Il l'aimait bien. Il lui envoyait des messages. Il aurait répondu à son appel les yeux fermés. Ce que les enquêteurs reconstruiront plus tard, c'est une chorégraphie d'une précision sinistre. Mariana contacte Jesus, prend contact comme si de rien n'était, avec la légèreté d'une invitation ordinaire. Peut-être un message, peut-être un appel. Le genre de choses que vous recevez et qui vous fait sourire, qui vous donne envie de dire oui sans réfléchir. Jesus dit oui. La nuit tombe sur Albuquerque.
Mariana prend sa voiture, va le chercher. Il monte. Il ne sait pas que Daniel et Dominique les attendent quelque part dans l'obscurité. Ce qui se passe exactement entre le moment où Jésus monte dans ce véhicule et celui où il se retrouve dans le désert, les enquêteurs le reconstitueront pièce par pièce dans les semaines suivantes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une altercation, que les deux garçons étaient armés, qu'il y a eu une lutte pour une arme, que des coups de feu ont retenti, et que Jesus Cota, 16 ans, a été laissé sur place, dans la terre sèche du désert, sans chaussures, sans portefeuille, sans vie. Le lendemain matin, un couple qui passait par là par hasard a aperçu quelque chose d'anormal sur le bord de la piste. Quelque chose qui ne bougeait pas. Quelque chose qui ne devait pas être là. L'appel aux urgences est l'un de ces moments où la voix humaine dit tout ce que les mots ne suffisent pas à exprimer. La femme au bout du fil fait de son mieux pour rester factuelle. Elle signale un corps, masculin. Peut-être entre 20 et 30 ans, dit-elle, parce qu'on n'ose jamais admettre qu'un mort puisse être aussi jeune. Les secours arrivent. Les agents de la police d'Albuquerque investissent la scène. Et dès les premières secondes, il est clair que ce n'est pas un accident. Les agents se penchent sur le corps. Ils notent les détails, à voix basse, presque dans un murmure, comme si parler trop fort risquait de briser quelque chose. Une blessure à l'œil, du sang aux oreilles. La façon dont le corps est allongé, la direction dans laquelle le sang a coulé dans la poussière, tout indique qu'il est tombé là, sur place, qu'il n'a pas été déplacé après la mort. Il a été tué ici. Exécuté. C'est le mot qu'un des agents finit par prononcer, presque malgré lui. Une douille est retrouvée à proximité. Une seule chaussure. Des signes de lutte dans la terre. L'un des agents, un homme qui a visiblement vu beaucoup trop de scènes de ce genre pour son propre bien, résume la situation d'une phrase qui dit tout. C'est courant, par ici. Horrible à dire, mais c'est courant. L'identification du corps prend un peu de temps, mais pas beaucoup. Jesus Cota, 16 ans. Blessures par balles multiples au visage et au corps. Cause de la mort, évidente. Ce qui l'est moins, dans les premières heures, c'est pourquoi. Les enquêteurs ouvrent les téléphones, croisent les contacts, commencent à tirer les fils. Et très vite, un nom remonte. Plusieurs fois, de plusieurs sources différentes. Un nom associé aux dernières heures de la vie de Jesus. Mariana Gomez. Mais au début, personne n'en fait une suspecte. C'est une connaissance, une fille du quartier. Quelqu'un qui pourrait aider à reconstituer la chronologie. Les enquêteurs la convoquent comme témoin, et Mariana accepte. Elle vient s'asseoir en face d'eux, elle répond aux questions, elle livre des informations. Elle semble coopérative. Ce que les enquêteurs ne lui disent pas encore, c'est qu'ils sont déjà en train de construire un dossier contre elle pendant qu'elle parle. Les relevés téléphoniques sont formels. Les communications entre Mariana et Jesus, dans les heures précédant sa mort, sont traçables, datées, horodatées. La géolocalisation place son téléphone à des endroits précis, à des moments précis, qui correspondent exactement au trajet que Jesus a dû emprunter pour aller à sa mort. Et les témoignages qui commencent à affluer de l'entourage des suspects brossent un tableau de plus en plus sombre de ce que Mariana savait et de quand elle l'avait su. Il y a aussi autre chose. Les enquêteurs apprennent que dans les échanges entre les trois complices, dans les jours ou les heures précédant le meurtre, il a été question d'argent, d'une somme à récupérer sur Jesus, de la diviser en 3 parts égales. Mariana aurait ri pendant ces conversations, ou du moins, c'est ce que les autres disent. Rire de ça. Un mois environ après la mort de Jesus, les enquêteurs passent à l'acte. Danielette et Dominique sont arrêtés le même jour, tôt le matin, dans une interpellation qui se déroule dans le calme, presque dans l'indifférence de quartiers habitués à ce genre de scène. Les 2 garçons sont menottés, mis en voiture,
emmenés au commissariat. Mariana est arrêtée séparément un peu plus tard dans la journée. Ce qui se passe dans les heures qui suivent est fascinant à analyser, parce que chacun des 3 suspects réagit d'une façon différente. Dominique, mineur au moment des faits, garde un silence quasi total. Sa mère est présente lors d'interrogatoires, et la vision de cette femme qui comprend progressivement dans quelle situation son fils s'est mis est l'une de ces images que les enquêteurs n'oublient jamais. Daniel, lui, choisit de parler, et dans cette décision, il révèle bien plus qu'il ne le voulait. Mais c'est Mariana qui est la plus troublante. Quand les enquêteurs la ramènent dans la salle d'interrogatoire, elle ne semble pas particulièrement inquiète. Elle remarque qu'il fait froid dans la pièce. Elle fait une blague sur un thermostat qu'elle a accidentellement cassé en le touchant. Elle s'inquiète de sa voiture, garée dans la rue. Elle demande si quelqu'un peut appeler sa mère. Elle voudrait le numéro de téléphone de son petit ami. L'enquêteur assis en face d'elle garde un calme professionnel exemplaire. Il lui explique, avec une patience mesurée, pourquoi elle est là. Il lui lit les chefs d'accusation. Meurtre au 1er degré, enlèvement, vol, complot, altération de preuves. Il lui explique ce que chacun signifie, parce qu'elle lui demande d'expliquer. Elle hoche la tête, elle dit d'accord. Elle ne pleure pas. Ce qui frappe dans cet interrogatoire, c'est moins ce que Mariana dit que comment elle le dit. Il y a dans ses réponses une légèreté qui ne colle pas avec la gravité de ce qu'elle est en train de vivre, comme si une partie d'elle-même n'avait pas encore réalisé, ou comme si elle avait réalisé et que ça ne l'atteignait pas vraiment. L'enquêteur lui parle de l'argent, des conversations où il était question de diviser le butin en 3. Elle dit qu'elle n'a jamais accepté ça. L'enquêteur dit qu'il sait, mais qu'elle en a parlé quand même, qu'elle était dans la voiture, qu'elle a conduit Jesus jusqu'à cet endroit. Elle ne le nie pas. « Je sais que vous n'avez pas appuyé sur la gâchette, lui dit-il, mais vous étiez une participante active. » Elle dit d'accord. C'est ici, dans cette salle froide, que l'enquêteur aborde un autre sujet. Un sujet que Mariana a mentionné lors de son premier interrogatoire comme témoin. Un homme plus âgé qui se serait trouvé avec eux cette nuit-là. Un homme qu'elle décrit comme mexicain, la cinquantaine, des cheveux grisonnants, une moustache. Qu'elle dit être l'oncle de Daniel. L'enquêteur l'écoute. Il note. Mais quand il interroge Daniel de son côté, le récit est différent. Cet homme, ce n'est pas son oncle, c'est son père. Et selon Daniel, c'est lui qui aurait tiré. C'est lui qui aurait pris le contrôle de la situation dans le désert, qui aurait récupéré l'arme, qui aurait mis fin à la vie de Jesus. Père ou oncle, réel ou imaginaire, commode ou véritable. La vérité sur cet homme n'a jamais été officiellement établie. Ce qu'on sait, c'est que les avocats de Mariana ont maintenu jusqu'au bout qu'il n'avait jamais été retrouvé ni interpellé. Ce détail, cette figure fantomatique qui plane sur tout le dossier, est l'une des nombreuses zones d'ombre que ce procès n'a pas complètement dissipées. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. On sort du contenu chaque semaine sur des affaires de ce genre, des cas réels, documentés, racontés dans les détails. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment. Revenons à Daniel. Son interrogatoire est le plus révélateur des 3, dans le sens où c'est lui qui parle le plus et qui se piège le plus. L'enquêteur adopte une stratégie classique mais efficace. Il laisse entendre qu'il sait déjà tout, qu'il a le GPS, les relevés téléphoniques, les déclarations des autres. Ce qui est vrai, en partie. Et il dit à Daniel que la seule chose qui peut encore jouer en sa faveur, c'est l'honnêteté. Ce qui est aussi, à sa façon, une technique d'interrogatoire. Daniel craque progressivement.
Il commence par le minimum, des aveux vagues, des formulations floues. Puis il va plus loin. Il reconnaît avoir été là. Il reconnaît avoir tenu une arme, un fusil semi-automatique de type AR-15, dit-il. Il reconnaît que Dominique avait un pistolet. Il reconnaît qu'il y a eu une bagarre pour une arme, que Jesus a essayé de la récupérer, que ça a tourné. Et il reconnaît avoir appelé son père, ou cet homme en tout cas, parce que selon lui, c'est cet homme qui devait passer à l'acte. Lui ne voulait pas le faire lui-même. Il ne s'en sentait pas capable. Mais il était d'accord pour que quelqu'un d'autre le fasse. C'est peut-être la phrase la plus glaçante de tout le dossier. Pas « je voulais le tuer », mais je ne voulais pas le faire moi-même, donc j'ai appelé quelqu'un qui le ferait à ma place. L'enquêteur reste impassible. Il continue à poser des questions. Il veut savoir où il se trouvait exactement dans le désert. Qui est descendu du véhicule? Qui a fait quoi? Daniel décrit la scène avec des blancs, des hésitations, des moments où il dit qu'il n'a pas regardé, qu'il a entendu le coup de feu, mais qu'il ne s'est pas retourné. L'enquêteur, avec une patience qui force le respect, lui dit que ça, la réaction physiologique naturelle d'un être humain qui entend une détonation, c'est de regarder d'où ça vient. Daniel répond juste que lui, ce n'est pas son truc. Il y a quelque chose d'important à comprendre dans la façon dont ce groupe a fonctionné. Et c'est peut-être ce qui rend cette affaire particulièrement perturbante, au-delà du simple fait divers. Ce n'est pas la violence en elle-même, aussi terrible soit-elle. C'est l'organisation, la planification. Le fait que plusieurs personnes, entre 16 et 18 ans, aient été capables de coordonner quelque chose d'aussi lourd, en divisant les rôles, en prévoyant un appât, en choisissant un lieu isolé. Ce niveau de préméditation, à cet âge, force les enquêteurs à reconsidérer leurs hypothèses initiales. On pensait au départ à une affaire de quartier qui avait mal tourné, un drame impulsif, une arme sortie dans l'excitation du moment. Non, c'était pensé, et Mariana était au centre de la mécanique. Ce que les enquêteurs établissent au fil des semaines, c'est qu'elle n'était pas une figurante. Elle n'a pas été entraînée malgré elle dans quelque chose qui l'a dépassée. Elle a joué un rôle actif, conscient, délibéré. Elle a utilisé l'attirance que Jesus avait pour elle comme un outil. Elle a choisi de faire ça pour des raisons que l'enquêteur, lors de l'interrogatoire, résume d'une façon qui touche juste. Tout ça pour un garçon. Pour l'attention de Dominique. C'est une réduction, bien sûr. La réalité humaine est toujours plus complexe que ce qu'un interrogatoire peut saisir. Mais il y a dans cette phrase quelque chose d'authentique. Quelque chose qui dit qu'à 18 ans, dans un contexte particulier, avec une pression sociale particulière, on peut prendre des décisions qui n'ont aucun sens et qui font des morts. Les semaines passent. Le dossier d'accusation s'épaissit. Les charges sont lourdes pour les trois. Meurtre au premier degré, qui en droit américain correspond à un homicide planifié, prémédité, c'est la qualification la plus grave qui existe, et elle implique des peines qui peuvent aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, pour des gens de 18 ans. Dominique Marquez finit par plaider coupable. La mécanique du système judiciaire américain fonctionne souvent ainsi. Plutôt que d'affronter un procès avec le risque d'une condamnation maximale, les accusés acceptent de plaider coupable en échange d'une peine négociée. Dominique est condamné à 22 ans de prison. Daniel Garcia n'a, à la date à laquelle cette vidéo a été produite, pas encore été jugé. Son cas est en attente, ce qui, dans le système américain, peut durer des années. Des années pendant lesquelles il reste incarcéré dans l'attente de son procès. Et Mariana Gomez passe devant un jury. Le procès de Mariana est ce moment où tout ce qui a été reconstruit dans l'ombre depuis des mois sort enfin en pleine lumière. Les relevés téléphoniques, les déclarations des co-accusés, les éléments de géolocalisation, la chronologie des événements, les conversations sur le partage de l'argent, et les images. Les images de bodycam et de surveillance qui montrent Mariana dans les heures et les jours qui ont suivi le meurtre, avec cette légèreté déconcertante, ce sourire qui ne disparaît pas.
Le jury délibère. Et la décision qui tombe est celle qui surprend le plus dans cette affaire. Sur le chef de meurtre au premier degré, Mariana Gomez est déclarée non coupable. C'est un acquittement partiel, pas une exonération totale. Mais sur la charge la plus grave, celle qui aurait pu l'envoyer en prison pour le reste de sa vie, le jury n'est pas convaincu, au-delà du doute raisonnable, qu'elle était une co-auteure du meurtre lui-même. Peut-être à cause de la figure de l'homme non identifié. Peut-être parce que la défense a réussi à créer suffisamment de doutes sur ce qu'elle savait exactement et quand. Peut-être parce qu'un jury, face à une jeune femme de 18 ans, avec les éléments présentés, n'a pas pu franchir ce seuil. Mais la suite est différente. Sur les autres chefs d'accusation, le jury est unanime. Enlèvement, altération de preuves, complot, coupable, coupable, coupable. La juge prononce la peine. 19 ans et demi d'emprisonnement. 19 ans et demi. Elle avait 18 ans au moment des faits. Elle en aura presque 40 lorsqu'elle sortira, en supposant qu'elle effectue l'intégralité de sa peine. La moitié de sa vie, au minimum, passée à l'intérieur. Pour avoir souri à un garçon, l'avoir convaincu de la rejoindre et l'avoir conduit jusqu'à l'endroit où il allait mourir. Ce qui reste de cette affaire, une fois les condamnations prononcées, c'est quelque chose qui dépasse les faits bruts. C'est la question de ce qui peut amener des adolescents à franchir ce type de ligne. Non pas dans un moment de folie, non pas sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue qui brouille le jugement, mais avec une tête froide, dans une logique qui leur semblait, à un moment donné, parfaitement cohérente. Dominique voulait se venger. Daniel l'a suivi par loyauté, ou par faiblesse, ou par les deux à la fois. Et Mariana. Mariana a utilisé ce qu'elle avait, ce que la nature lui avait donné, un visage, un sourire, la capacité d'attirer l'attention d'un garçon, comme si c'était un outil ordinaire dans une transaction ordinaire. Ce n'est pas une histoire d'amour qui tourne mal. Ce n'est pas une passion dévastatrice. C'est quelque chose de bien plus banal et bien plus inquiétant. Des gamins qui ont décidé que la vie d'un autre valait moins que leur désir d'appartenir, d'être acceptés, de tenir leur rôle dans un groupe. Jesus Cota avait 16 ans. Il aimait cette fille. Il a répondu à son message. C'est tout ce qu'il a fait. Il y a une image dans cette affaire qui ne vous quitte pas une fois que vous l'avez vue. C'est la scène de l'arrestation de Mariana. Elle est debout, au soleil du Nouveau-Mexique, devant un véhicule de shérif. Les agents l'encadrent. Derrière elle, floutée, les officiers s'affairent autour d'un corps au sol. Et elle regarde l'objectif. Et elle sourit. Ce sourire a alimenté des heures de commentaires, de débats, de tentatives d'analyse psychologique amateur sur Internet. Est-ce de la dissociation, de l'inconscience, de l'arrogance, de la peur maquillée? On ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. Seule Mariana sait ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, aucun sourire ne peut l'effacer. Avant de vous laisser, si vous avez regardé jusqu'ici, vous savez déjà ce que ce canal propose. Des affaires comme celle-là, documentées, racontées dans le détail, sans filtre et sans sensationnalisme inutile. Si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous permet de continuer à sortir des vidéos chaque semaine. Ce que cette affaire nous laisse, en dehors de la tristesse que provoque inévitablement la mort d'un adolescent, c'est une réflexion sur quelque chose que le droit appelle la complicité, mais que la vie appelle autrement. Être là, savoir, laisser faire. Ces trois choses, dans le code pénal, peuvent valoir presque autant que d'avoir appuyé sur la gâchette soi-même. Et dans la vie, dans la conscience d'une personne qui a encore des décennies devant elle pour y penser, elle pèse peut-être encore plus lourd. Mariana Gomez est en prison. Dominique Marquez est en prison. Daniel Garcia attend son jugement. Et quelque part, peut-être, un homme dont l'identité n'a jamais été officiellement confirmée
continue de vivre sa vie, libre. Jesus Cotta, lui, a 16 ans pour toujours. C'est ça, au fond, ce que cette affaire dit. Pas sur la violence, pas sur la jeunesse, pas sur Albuquerque. Sur ce moment précis où l'on choisit, où l'on a encore le choix, et où l'on décide quand même de ne pas s'en servir.